Alright, sujet intéressant aujourd'hui pour ceux qui auraient des douleurs à l'épaule. Fait qu'avant qu'on commence, fais juste t'assurer, si tu veux mieux voir la présentation, de cliquer sur le bouton plein écran ici, puis tu peux ensuite tourner ton téléphone à l'horizontale. Fait qu'on va aborder les atteintes fréquentes pour l'épaule. Il y en a plus que 5, mais je vais en aborder seulement 5 parce que c'est celles-là qui sont les plus fréquentes. La première, c'est la tendinopathie, ou on va souvent appeler ça tendinite. C'est pas la même chose par contre. La tendinopathie, c'est un terme assez vague qu'on va utiliser pour dire qu'il y a une atteinte au niveau d'un tendon, sans plus de précision. Une tendinite, par contre, là, on va vraiment parler d'une atteinte où il va y avoir présence d'inflammation. C'est souvent ce qui va arriver quand c'est assez récent. Fait que si tu vas voir un physio, que tu vas voir un médecin qui te fait des tests, il te fait bouger, il te tâte, puis qui te dit que tu as une tendinite, le vrai terme, en fait, c'est une tendinopathie. Parce que pour savoir s'il y a réellement présence d'inflammation, ça va prendre une imagerie. Ensuite, encore une fois, ça va prendre une imagerie pour savoir si c'est une tendinose. Ici, le terme tendinose, ce qu'il veut dire, c'est que absence d'inflammation. On peut souvent voir ce mot-là accompagné de calcifié ou calcifiante. Fait qu'une tendinose calcifiée, ben, il va y avoir présence de calcium. Et ça, pourquoi ça peut arriver? Souvent, c'est parce que la tendinose, c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Donc, ça a commencé par une tendinite, il y avait de l'inflammation, la personne laisse ça aller. Et après des mois et des mois, voire des années, ben, le corps voit bien que là, mobiliser ses ressources et créer un processus inflammatoire ne sert à rien et va essayer du mieux qu'il peut de solidifier ça avec du calcium. Et à ce moment-là, ben, le tendon peut accrocher davantage. Le calcium ou le morceau de calcium peut faire qu'il y a un peu plus d'épanchement au niveau du tendon, fait qu'il peut être plus susceptible d'accrocher ou d'être pincé sur certains mouvements. Et ça, on peut le voir sur un rayon X, il y a un morceau de calcium aussi. On ne peut pas avoir une tendinite sur un rayon X. On voit le calcium, c'est pour ça qu'on voit les os, c'est pour détecter les fractures. Fait que dans le système de santé, ils vont faire un rayon X avant tout, même si ça sert pratiquement à rien pour une tendinite. Mais si on voit qu'il y a un petit bout de calcium à un endroit qui ne devrait pas au niveau de l'épaule, on peut assumer qu'il y a une tendinose avec du calcium là-dedans. Et la déchirure, bien ça, souvent, ça va être dans le très très long terme. Ça vient rarement du jour au lendemain. Fait que si tu n'as pas adressé ta tendinite, ça vire en tendinose et là, tu laisses ça traîner. Ça peut créer des micro-déchirures, des déchirures modestes ou même des déchirures plus grosses. Ça peut arriver du jour au lendemain. Si par exemple il y a un traumatisme, ça fait que ça, tu vas t'en rappeler. Je ne le sais pas, moi, tu joues au hockey, puis là, tu te fais plaquer, tu tombes sur la glace, tu te retiens avec le bras, de tout ton poids, tu tombes dessus. Ça se peut que le tendon mange une shot, puis que ça crée un traumatisme assez important pour créer une déchirure au niveau du tendon. Fait que là, on ne parle pas de quelque chose qui est arrivé sur le long terme. Puis les symptômes de la tendinopathie, ben en fait, quand on regarde ça, de mon expérience, je sors ça comme ça, ce n'est pas une statistique scientifique, mais d'expérience, les tendinopathies, c'est 90% des atteintes à l'épaule. Quand les gens me consultent pour une douleur à l'épaule, donc les symptômes vont souvent se ressembler. La douleur va se situer en avant, un peu sur le côté de l'épaule. Ça peut parfois être en arrière aussi. La douleur va être absente au repos la majorité du temps. Là où les gens vont plus se plaindre, c'est quand ils vont faire des mouvements, quand ils vont bouger l'épaule dans telle ou telle direction. Ils vont me dire ah, quand je lève mon bras de côté ou quand je lève le bras en avant, ou sinon sur des exercices en particulier au gym, mais au repos, pratiquement pas de douleur. Puis quand la douleur se manifeste, c'est pas une douleur qui est ultra intense là, à en crier non plus. C'est une douleur qui peut ne pas être agréable, fait que faible à modérée. On voit ici sur l'image, par exemple, on peut avoir le tendon du supraépineux, ça peut être le tendon du sous-scapulaire. Bref, la coiffe des rotateurs, on a 4 muscles. Et ça peut aussi être le tendon du biceps, parce qu'on ne pense pas que le biceps traverse l'épaule, mais oui, c'est un muscle qui traverse et l'épaule et le coude. Fait que des fois, ça peut être confondu, là, une tendinopathie à l'épaule avec une tendinopathie au niveau du biceps qui se situe direct en avant de l'épaule. Fait que, ici, l'image représente dans le fond les tendons, puis on peut voir qu'ils sont un petit peu rouges comme s'il y avait du dommage quelconque, de l'inflammation. Fait qu'on peut visualiser un peu la tendinopathie comme ça. Ensuite, bursite, un terme qu'on entend très souvent aussi. Ça fait référence à l'inflammation de la bourse sous-acromiale habituellement. Fait que l'acromion, c'est un os qui fait partie de l'omoplate. Il se lie à notre clavicule. Euh, Fait que des fois, les gens peuvent manifester une douleur. Là, ils vont dire comme proche de l'os ou en dessous. Puis c'est souvent accompagné d'une tendinopathie. OK? Fait que si tu vas faire une écho ou une IRM et on dit que tu as une tendinopathie et bursite, c'est très commun. Puis les symptômes vont être similaires. Peut-être un peu plus de douleur la nuit et au repos. Fait que les gens qui disent, par exemple, qu'ils se couchent sur l'épaule, qui ont de la misère ou que la douleur les réveille la nuit,
Bon, c'est pas un signe 100% de certitude que c'est une bursite, mais ça peut être un symptôme commun quand on a une inflammation au niveau de la bourse. La bourse, on peut voir sur l'image, c'est un genre de petit coussin qui vient juste séparer certaines surfaces, par exemple l'os puis les tendons. Fait que ça joue le rôle de coussin. Troisième atteinte, ça peut être une atteinte neurale. Encore là, je suis très vague ici. Ça fait référence à l'atteinte d'un nerf, sans plus de précision. Au niveau de ce que je vois le plus souvent, bon, on va avoir 3 nerfs plus fréquemment impliqués. Il y a plus de nerfs que ça qui traversent le cou, l'épaule et le bras, mais ça tourne souvent autour de ces trois-là. Le nerf radial, le nerf radial va être plutôt derrière. Fait que quelqu'un qui va sentir la douleur comme une ligne qui suit le côté de l'épaule, même jusqu'à côté du triceps. Fait que je sais pas si tu me vois dans le petit carré en bas, mais souvent sur le côté du bras à l'extérieur, ça peut même des fois être apparenté avec des symptômes similaires à ceux du tennis elbow. Le nerf ulnaire va aussi être dans le triceps, mais celui-là va être plus à l'intérieur du coude, à l'intérieur du bras. On peut le voir ici. Et après ça, il s'en vient dans l'avant-bras jusqu'au petit doigt. Fait que lui va vraiment être à l'intérieur du bras. Et le nerf médian, lui, va être plutôt dans le milieu, sous le biceps. Fait que c'est une douleur des fois que les gens peuvent dire je sens ma douleur dans l'épaule et je sens juste que dans le biceps. C'est pas nécessairement le muscle du biceps qui peut être atteint. Ça peut être aussi une atteinte neurale. Quatrième atteinte qu'on peut voir souvent, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais une capsulite. Fait que la capsulite, en gros, ça fait référence à l'inflammation de la capsule articulaire. Fait qu'autour de l'articulation, on a plein de tissus, des ligaments, des tendons, et on va avoir du tissu conjonctif qui vient englober tout ça pour stabiliser l'épaule. Fait qu'on peut le voir ici sur l'image, c'est comme un peu une grosse enveloppe de tissu qui vient envelopper l'épaule. Et les symptômes sont assez facilement reconnaissables parce que ça, c'est une atteinte qui peut arriver quand même rapidement. Tu sais, des fois, ça se peut, tu as une tendinite. Là, à cause de ça, tu as de la douleur, fait que tu bouges moins le bras. Puis à cause que tu bouges moins, ça peut être une des causes, on va dire, immobilisation prolongée, soit par une chirurgie, fait que quelqu'un, par exemple, qui se fait opérer pour justement les tendons de la courbe des rotateurs, on va dire, bon, ben, il va être immobilisé pendant 2 semaines, puis après ça, la douleur est grosse. Fait que les mouvements vont être très, très limités. C'est pour ça qu'on veut réactiver souvent le plus rapidement possible quelqu'un qui a eu une chirurgie pour éviter les risques de capsulite. Si c'est tout simplement pas de chirurgie, mais que tu as une douleur causée par une tendinite, puis que là, tu utilises moins ton bras pour compenser avec l'autre, ça pourrait, là, je veux pas que le monde capote puis qu'ils se forcent à utiliser leur bras pour ça, mais ça pourrait arriver pour ça. Comme je dis, c'est quand même rare. Et je vais dire la cause qui n'en est pas une, qui arrive le plus souvent, en fait, c'est que ça apparaît sans cause. Les gens peuvent dire, tu sais, j'avais un inconfort depuis des années, puis tout était sous contrôle. Un matin, je me suis levé, j'avais très mal. Puis après 2, 3 jours, plus capable de bouger le bras. OK? Puis ça arrive, c'est ce qui arrive le plus souvent, en fait. Fait qu'on appelle ça une capsulite idiopathique. Il n'y a pas de cause là, précise. Ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que ce que nous, on a vu à l'école, c'est que les facteurs de risque, en fait, les femmes sont plus à risque. Les femmes de 40 ans et plus sont plus à risque. Et il va y avoir d'autres facteurs comme, par exemple, des problèmes de santé comme le diabète. Fait que c'est quelque chose que je m'étais intéressé à savoir pourquoi les femmes et pourquoi 40 ans et plus et qu'est-ce qui se passe à cet âge-là chez les femmes. Ça peut être la périménopause et la ménopause, des changements hormonaux. Fait qu'à date, sans dire que c'est ça la cause première, ça reste le facteur de risque peut être relié à pourquoi est-ce que les femmes de 40 ans et plus ont souvent plus de capsulites que les hommes, même les hommes de cet âge-là. L'estrogène pourrait être mis en cause, ou du moins c'est la théorie actuelle, sans dire encore une fois que c'est ça la cause première. Là. Les symptômes, comme j'ai dit, sont très faciles à reconnaître. Pourquoi? Parce que la douleur va être très intense et difficile à pointer. OK? Le monde ne va pas dire j'ai mal là ou j'ai mal en avant. Ça se pointe mal du doigt. Ils ont mal dans l'épaule au grand complet. Puis quand je dis douleur très intense, j'en ai eu beaucoup là, dans le temps que je travaillais dans les cliniques et encore aujourd'hui comme client. Et puis, j'en ai plusieurs des femmes qui m'ont mentionné quand on fait les exercices ou quand je leur faisais dans ce temps-là moi-même les mobilisations, c'était une douleur qui disait borderline comme quand ils accouchaient. Là. Fait qu'on ne parle pas d'une douleur typique d'une tendinopathie. C'est une douleur qui peut même amener les larmes aux yeux. Fait que ça fait très mal. Puis l'amplitude de mouvement va être très, très, très restreinte, surtout au début. Le bras ne lève quasiment pas. Et ça, même si c'est quelqu'un qui essaye de le bouger, OK? Fait que comment est-ce qu'on peut reconnaître une capsulite? Bien, d'un, l'intensité de la douleur. Fait que déjà en partant avec le questionnaire, si je parle à la personne et qu'elle me mentionne une douleur là, qui l'amène quasiment à avoir les larmes aux yeux, déjà là, je suis comme ah, red flag. Deuxième chose, c'est le genre d'atteinte qu'on va sentir. Ça veut dire que moi, quand je prenais le bras de la personne atteinte d'une capsulite,
Si j'allais jusqu'à son amplitude maximale et que la personne va m'arrêter parce que ça fait mal rendu là, mais je sentais que si la personne était endormie ou morte et dans l'incapacité de me dire que ça fait mal, j'aurais même pas pu pousser le bras plus loin. C'est raide, 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 ça barre. Fait que c'est pas juste la personne qui m'empêche parce qu'elle me dit OK, ça fait trop mal, va pas plus loin. Ça bloque et ça se ressent. Puis il va aussi avoir un pattern de mouvement, là, je vais le dire, même si peut-être ça ne te dira pas grand-chose, mais en termes des mouvements limités, il va avoir un ordre souvent précis. Fait que la rotation externe, on tourne le bras vers l'extérieur, c'est souvent le mouvement le pire. Le plus douloureux puis le plus limité. Là. On parle de très, très, très limité. Si on compare ça, par exemple, à lever le bras devant soi, qui va être très limité aussi, mais souvent, il y a un ordre. Puis comme je dis, le pire va être la rotation externe et le moins pire va être la flexion qui est lever le bras devant soi. Puis ça va de soi, quand on adresse ça et que ça progresse, la rotation externe est pratiquement tout le temps le dernier mouvement à devenir complet. Et ça, je l'ai vu, moi, personnellement, dans tous les cas de capsulite. Je ne dis pas que c'est une certitude, je dis juste que moi, personnellement, je l'ai observé. Puis les gens sont comme souvent même très surpris parce qu'après 3, 4 mois, ils vont dire ça va vraiment mieux, tout est correct, sauf ma rotation externe, il en manque encore un peu. C'est normal, c'est pratiquement tout le temps comme ça dans les capsulites. Ça peut prendre beaucoup de temps à être rétabli à 100%. Ça ne veut pas dire que tout ce temps-là, tu vas être non fonctionnel en grosse douleur, quasiment type accouchement. Pas du tout. On peut parler par exemple d'un 3, 4 mois pour aller chercher la grosse majorité de la progression. Puis après ça, on peut parler d'un autre 4, 6, parfois même un autre 8 mois, fait un an au total avant que la mobilité revienne complète, complète, complète. Mais souvent, après 4 mois, la douleur est pratiquement plus là, la raideur, les tensions, tout ça. La seule chose, la personne va dire, tu sais, je le sens si j'essaye d'amener mon bras complètement étiré, je sens que c'est plus raide d'un bord que de l'autre. Fait que la personne, elle vit quand même très bien, même si ça prend un autre 6 mois là, à s'en aller complètement. Puis finalement, on va avoir l'instabilité gléno-humérale. Fait que l'instabilité peut se manifester de plusieurs façons, mais ici, on fait référence à l'atteinte de certaines structures qui viennent assurer la stabilité de l'épaule. Parce que l'épaule, on le sait, c'est une articulation qui est très mobile. On peut bouger notre bras dans des grandes amplitudes et ça vient souvent au détriment de la stabilité. Ça arrive que l'épaule va débarquer complètement, c'est ce qu'on va appeler une luxation. Ça va souvent arriver suite à un choc intense ou des subluxations. Même chose, un choc intense. La différence, la subluxation, c'est que l'épaule va débarquer une fraction de seconde et rembarquer. Donc, elle ne va pas complètement sortir là, de son socket. Elle sort puis elle revient. Une fois que ça arrive, ça va étirer plein de structures. Ça peut être au niveau des ligaments, la capsule, tout ça. Fait que ce qui a tendance, pas tout le temps, mais ce qui peut arriver, une fois que ces structures-là ont été surétirées, ça se peut qu'ils ne regagnent pas leur état d'origine et que ces structures-là n'assurent pas un aussi bon rôle de stabilité. C'est là qu'on va parler d'instabilité gléno-humérale. Fait que ces personnes-là sont plus à risque que l'épaule débarque à nouveau suite à un choc ou même à des activités de la vie quotidienne. Fait que je donne un exemple. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un fait du rollerblade, il tombe à terre, met sa main, poup, tombe de tout son poids sur le bras, l'épaule débarque, puis elle ne rembarque pas, une subluxation. Là. De un, tu t'en vas à l'hôpital, il faut que tu te fasses rembarquer ça. C'est pas une partie de plaisir, ça fait très mal. Puis une fois que ça c'est arrivé, les structures vont souvent gagner du lousse autour, ce qui fait que ça va être très important de prendre ça en charge rapidement, puis de miser sur les structures qu'on peut affecter, parce que des ligaments, on ne peut pas nécessairement renforcer ça. Ce qui va être important, c'est de miser sur renforcer la coiffe des rotateurs, puisque ce sont les muscles qui assurent la stabilité à l'épaule. Donc, si on a des structures sur lesquelles on ne peut pas agir, qui assurent moins bien la stabilité à l'épaule, on va entraîner davantage celles qu'on peut influencer comme la coiffe des rotateurs. Puis c'est quelque chose, comme je dis, qui peut arriver dans la vie quotidienne. Des fois, quelqu'un qui a une luxation pourrait prendre une boîte loin devant, puis l'épaule va redébarquer. Ça peut être en mettant son manteau, ça peut être en faisant, comme j'ai dit, plein de choses anodines. Et là, quand ça vient vraiment, vraiment récurrent comme ça, l'épaule va être beaucoup moins dure à rembarquer. La douleur va être quand même très présente, mais bien moins pire que la première fois. Et ça peut nécessiter une chirurgie qu'on va appeler la chirurgie de Bancart, où on vient tout tighter ça, là, la capsule, les ligaments autour de ça. Fait que c'est quelque chose qui peut nécessiter une chirurgie, mais idéalement, on essaye de miser à renforcer la courbe des rotateurs et réhabiliter ça pour éviter la chirurgie. Fait que, comme je dis, ça peut aussi provenir d'une déchirure au labrum, hyperlaxité ligamentaire. Fait que
Quand l'épaule débarque, comme j'ai dit, ça peut créer des dommages sur les structures environnantes qui assurent la stabilité de l'épaule. Le labrum, c'en est une autre, c'est une enveloppe de tissu là, qu'on va avoir autour de la boule ici. Fait on voit que la surface sur laquelle la boule vient se coller est plus petite que la boule en soi. Fait que le labrum, il vient créer davantage de surface pour accueillir la boule et la stabiliser pour pas que ça débarque. Fait que quand ça débarque, ça se peut que ça accroche le labrum et que ça crée une déchirure ou un certain dommage au labrum. Ça aussi, ça peut nécessiter une chirurgie dans certains cas. Les symptômes ici, bien, souvent les gens vont dire qu'ils ont le feeling que l'épaule est instable. Ils vont sentir qu'ils n'ont pas confiance. Feeling que l'épaule veut débarquer. Et ce qu'on peut constater aussi, ça va être ce qu'on appelle une appréhension au mouvement. Fait que quand on va chercher des grandes amplitudes, particulièrement la rotation externe ou des mouvements qui placent l'épaule dans une position instable, la personne va forcer inconsciemment pour nous empêcher d'aller là par peur, par feeling que ça va débarquer. Donc, le corps se protège et va venir contracter le corps, tous les muscles dans le fond pour éviter de nous amener dans l'amplitude qui est à risque. Pour terminer, comme j'ai promis, dans le fond, je vais faire une parenthèse ultra importante. Il faut qu'on arrête de penser qu'il faut mettre un nom sur le bobo, OK? C'est pas absolument nécessaire pour avoir les bonnes solutions. Fait que je l'entends souvent. Là, je m'adresse à toi qui est dans le programme. Fait que c'est peut-être moins pertinent, mais il y a beaucoup de gens qui vont me contacter puis qui vont me dire: Ah, sais-tu quoi, je vais attendre avant d'embarquer dans le programme, je vais aller passer une échographie, je vais aller passer une IRM ou je vais aller voir un médecin. Ce n'est pas nécessaire pour avoir une bonne réhabilitation. OK? Moi, je fais pas. Puis je dis pas que c'est comme ça dans l'industrie, OK? Parce qu'il y a plein de physios puis il y a plein de spécialistes qui vont orienter leurs interventions en fonction du mot. Et pour moi, c'est une erreur. C'est ma façon de penser à moi. Mais c'est pas parce que quelqu'un a une tendinite puis qu'un autre a une tendinite que les deux vont nécessiter les mêmes exercices et la même façon de procéder. Fait que pour ça que je dis que c'est une erreur pour moi de procéder de la même façon ou de faire Ah, une tendinite, parfait, ça va être ça, mes interventions. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Deux personnes peuvent avoir une tendinite exactement au même tendon, puis finalement avoir des limitations complètement différentes, des exercices au gym qui sont douloureux complètement différents, fait que nécessiter un support qui est complètement différent. Puis même chose, si tu me dis, ben j'ai une bursite, le médecin m'a dit j'ai une bursite, ou si tu m'arrives, puis il y en a qui me disent souvent ça en message, là, des gens qui ne sont pas dans le programme, puis ils m'écrivent j'ai une douleur à l'épaule, c'est la coiffe des rotateurs. Fait que je pense que c'est comme une caractéristique humaine de vouloir absolument savoir c'est quoi, puis finalement, ça change à rien. Tu sais, que tu me dises que ton médecin a dit que c'est une tendinite de la coiffe des rotateurs. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est tout ça. Quand est-ce que les symptômes sont apparus? Où est la douleur? Son intensité? C'est quoi le type de douleur? Qu'est-ce qui l'augmente et qu'est-ce qui la diminue? Puis quand on parle de ce qui l'augmente, principalement les mouvements, et dans quelle amplitude et surtout quels exercices au gym, OK? Vu que je me spécialise avec les gens qui s'entraînent, c'est sûr que si je ne pose pas la question de quels exercices sont mal tolérés, je serais bien mal placé pour les aider. Puis après ça, regarder les facteurs de risque. Est-ce que c'est une personne en mauvaise santé? C'est quoi son âge? Etc. Fait que moi, ici, le but, c'est de me faire une idée. Mais comme je dis, si 90% du temps, le problème, c'est une tendinite, c'est pas grave que ce soit une tendinite du supraépineux ou de l'infraépineux ou du biceps, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de savoir. En fait, je pense que le moment qu'on se concentre à essayer de trouver quel tendon ou c'est quoi le problème, puis mettre un mot dessus, on est en train de mettre notre regard ailleurs que l'essentiel. Fait que moi, si, par exemple, avec toutes ces questions-là, ben, je vois que l'intensité de la douleur est extrême, puis le type de douleur, c'est un élancement, puis que la localisation, c'est dur à pointer, c'est sûr que je peux penser peut-être plus à une capsulite. Fait que je peux m'attendre à un certain portrait. Si on me dit, bon, ben, c'est apparu graduellement, c'est pas présent au repos, c'est peut-être à 4 sur 10 quand je fais tel mouvement ou tel exercice au gym, je peux m'attendre peut-être à un pattern plus tendinite. Je me le dis dans ma tête, c'est pas un diagnostic que je veux faire, ni pour moi, ni pour la personne. Moi, je veux juste avoir un peu un chemin à suivre parce que oui, une capsulite, il va y avoir des limitations typiques, il va y avoir des interventions différentes d'une tendinite, puisque la douleur est extrême. C'est sûr que moi, mon but, c'est si tu as une tendinite puis tu as pas mal au repos, tu as juste mal à 3-4 sur 10 sur certains exercices, on modifie tes exercices de gym, souvent plus de douleur. Je peux te donner des bons étirements puis des trucs comme ça sans qu'on ait peur de trop irriter. Quelqu'un qui a une capsulite puis que la douleur est à 9 sur 10 puis que ça fait très mal, je vais retourner la personne au gym puis je vais sûrement y faire entraîner les abdos puis les jambes, si on est chanceux, le biceps, triceps, mais rien d'épaule, rien de chest, rien de dos.
Fait qu'on laisse le bras tranquille parce que c'est très limité en amplitude et très douloureux. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de savoir un peu c'est quoi le mot, mais ce n'est pas ce qui va m'aider. C'est plutôt toute la réponse à ces questions-là ici. Ensuite, ça aussi, ça c'est encore autant, sinon plus important que ce que la personne me rapporte comme information. Sa posture statique et dynamique, les amplitudes de mouvement sont restreintes à quel mouvement et à quel point. Puis ça, pas juste à l'épaule. On peut regarder le cou, on peut regarder le thorax, on peut même aller regarder jusqu'au coude. Fait qu'il faut regarder un peu tout l'ensemble. Est-ce qu'il y a des débalancements de force musculaire? Ce que je veux dire par là, par exemple, tu as mal à l'épaule droite. Est-ce que sur le même côté, tu pourrais avoir le trapèze supérieur droit trop actif, mais le trapèze inférieur droit trop inactif? Fait que ça peut être une forme de débalancement musculaire du même côté. Ou tout simplement avoir le côté gauche beaucoup plus fort que le côté droit. Détention musculaire, ça va de soi. Ton exécution d'exercice. Ça se peut que si tu as mal sur tel exercice, ce ne soit pas nécessairement, oui, il peut y avoir une atteinte au tendon, mais ça se peut que juste en te corrigeant, ta douleur aille mieux en partant. Une atteinte neurale, fait qu'on a des tests pour voir si ça provoque les symptômes quand on vient étirer ou mettre en tension certains nerfs. Puis finalement, est-ce qu'il y a des compensations? Fait que c'est sûr que si tu as des gros manques d'amplitude, puis tu as des tensions musculaires et des muscles hyperactifs, puis d'autres qui sont sous-actifs, ça se peut que le mouvement ne soit pas bien fait, même si je te dis 150 fois, OK, bouge ton bras comme ça, arrête de faire ça, arrête de lever le bras dans les airs, arrête de. Même si je te dis 100 fois de ne pas recruter ton trapèze supérieur en levant le bras, ça se peut que tu fasses ça parce que tu es restreint en termes d'amplitude. De là, pourquoi on adresse ça? On adresse les muscles qui sont tendus ou qui viennent être contractés à un moment où ils ne devraient pas. Et ensuite, bon, dans les autres phases, on va venir renforcer les muscles qui ne travaillent pas assez pour finalement rebalancer tout ça et faire un mouvement sans compensation. Et après ça, on pourra rajouter une charge sur ces mouvements-là. Une fois que j'ai évalué tout ça, fait que moi, c'est comme ça que je procède. Là. Je fais tout mon questionnaire. Fait que c'est sûr que si dans le programme, on s'est parlé de ça, tu t'en es peut-être pas rendu compte parce que moi, je fais toutes ces questions-là en même temps qu'on jase, comme si c'était une discussion entre deux amis, mais en fait, mes intentions sont très précises. Ensuite, pour les données observables, même chose, on l'a fait ensemble. Ou tu as peut-être fait l'évaluation par toi-même et tu m'as envoyé tes vidéos, mais bref, tous les tests qu'on a fait, c'est ça ici. Puis moi, après ça, ben, je suis comme un ordinateur là-dedans. Fait que ce que je fais, c'est que je prends toute cette information-là, je la collecte et je l'analyse. Et là, ça me permet de donner des solutions efficaces et individualisées. Peu importe le diagnostic. OK? S'il fallait attendre après un diagnostic précis puis une IRM, ça peut prendre 8 mois, même jusqu'à 1 an dans le système public au Québec pour passer une IRM. Impossible, moi, que je sois d'accord avec attends puis fais rien pendant ce temps-là parce que tu n'as pas un diagnostic. Puis s'il fallait attendre après ça pour tout le monde, je sens qu'on retarderait énormément le processus. Donc, plein de monde rentre dans le programme sans diagnostic. Comme je dis, avec mon évaluation, je me fais une idée mentale. Puis à partir de là, bon, s'il y a un red flag, ce qui ne m'est jamais arrivé pour l'épaule, mais si c'est quelque chose que je fais comme OK, va à l'hôpital, consulter, j'ai la capacité de le faire. Là. Fait que le but ici, quand je dis peu importe le diagnostic, c'est moi, je regarde tes limitations, puis ce qu'on va adresser, c'est ces limitations-là. Puis ce qui n'est pas limité, ben, on n'a pas besoin de l'adresser, il est déjà correct. Fait que deux personnes ayant une tendinite, un peut avoir une limitation en levant le bras dans les airs et l'autre non. Fait qu'un va avoir des exercices pour adresser ça, puis l'autre non. Fait qu'une IRM peut faire partie de cet ensemble-là, ou une échographie, ou une radio, peu importe le type d'imagerie, mais ce n'est qu'une mince partie des données nécessaires. Pourquoi? Parce que c'est une image. C'est comme si tu prends, je sais pas, moi, tu t'en vas à un mariage puis tu prends une seule photo. Cette photo-là peut te donner une idée de comment la soirée s'est passée, mais c'est loin de représenter la soirée au complet. OK? Le corps, c'est une structure qui bouge, c'est une structure qui s'adapte avec le temps, avec les exercices. Et c'est une structure qui va changer, non seulement avec le temps, mais aussi dans le moment présent, selon la position puis comment tu bouges. Une IRM, tu es couché puis tu ne bouges pas. OK? Fait que ça peut être intéressant, mais il faut comprendre que c'est quand même limité. Tandis que dans la société actuelle, on dirait que les gens misent sur le contraire, comme si, parce qu'une IRM voit à l'intérieur de l'épaule, que c'est la chose la plus efficace et la plus précise pour déterminer ce qu'on a. Puis je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Moi, ce que je pense qui m'intéresse et ce qui devrait t'intéresser, c'est pas c'est quoi le mot sur le bobo, mais plus est-ce qu'il y a une solution, puis qu'est-ce que je peux faire. Puis moi, si je te dis que pour trouver la solution, on n'a pas besoin de mettre un mot sur le bobo, puis qu'on peut t'aider, puis qu'on peut diminuer ta douleur, même la régler complètement, puis te retourner à l'entraînement rapidement, sans douleur, puis qu'on n'a jamais mis de mot sur le bobo, qu'est-ce que c'était mieux? Un mot sur le bobo, puis des interventions inefficaces,
ou on est capable de trouver les bonnes interventions avec une bonne évaluation, comme je viens de te montrer, mais on n'a jamais mis de mots sur le bobo. Je pense que je connais la réponse que tu dois te dire en ce moment. Puis, je veux terminer là-dessus. La preuve de ce que j'avance. Dans le fond, check bien ça. L'étude ici, ce qu'elle a fait, elle a pris des gens, elle les a séparés en deux groupes. Des gens qui ont mal à l'épaule, puis des gens qui ont pas mal à l'épaule. Parce que devine quoi? Dans notre système actuel, personne ne va faire d'IRM à l'épaule s'ils n'ont pas mal. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un a mal et qu'il fait une IRM, il y a quelque chose dans l'épaule. Et là, les gens font j'ai ça. Mais ce qu'on se rend compte quand on fait, dans le contexte d'une étude, on fait exprès de prendre des gens asymptomatiques, fait que des gens qui n'ont aucune douleur. La conclusion, checkez-moi bien ça, les pathologies à l'épaule sont autant présentes, autant dans le groupe qui ont des symptômes, fait qui ont des douleurs, que dans le groupe qui n'ont pas de douleur. Ça veut dire quoi? En fait, ce que l'étude questionne ici, c'est le fardeau du coût d'une IRM est énorme et la pertinence des résultats est questionnable pour investiguer les douleurs à l'épaule. Si je te pose la question, t'as pas mal, je fais une IRM, on trouve quelque chose. Puis on trouve quelque chose aussi souvent qu'on trouverait quelque chose chez quelqu'un qui a de la douleur. Est-ce que la personne qui a de la douleur et qui fait une IRM et qu'on voit qu'il y a X problème, est-ce que ce problème-là était là même avant qu'il y ait des symptômes, puis que finalement, ce n'est pas du tout ce qui est apparent sur l'IRM qui cause les symptômes? Puisque des gens ont le même problème et n'ont pas de douleur. Fait que quelqu'un peut avoir une tendinopathie du supraépineux, il ne sait pas, mais là, on fait exprès dans l'étude, on fait une IRM, puis on dit, tu as une tendinopathie du supraépineux. Mais là, dans la société, la personne a mal, elle va faire une IRM et on dit, tu as une tendinopathie du supraépineux. Et là, la personne dit, j'ai mal et j'ai ça sur l'IRM, donc c'est ça la cause du problème. Quand en fait, l'étude démontre ici qu'il y a plein de gens avec des tendinopathies du supraépineux ou peu importe, je dis ça au hasard, mais ici, les résultats, les tendinoses et même les déchirures des tendons de la courbe des rotateurs étaient présents dans la majorité des participants dans chacun des groupes. Fait que ça résume ce que j'ai dit. Je ne me fierai pas à 100% sur une IRM puisque les épaules non douloureuses peuvent être autant maganées et ne pas avoir de symptômes. Fait que sur ce, j'espère qu'au moins ça pourra t'avoir éclairé sur si jamais tu as eu un mot sur ton bobo d'un professionnel, de savoir un peu qu'est-ce que veut dire ce mot-là, mais surtout, j'espère pouvoir t'avoir éclairé sur le fait que ces mots-là, ce ne sont que des mots. Ce n'est pas la grosse partie du puzzle, ça peut faire partie du casse-tête, mais on doit accompagner ça d'une évaluation. Et si tu es dans le programme, ben, tu es à bonne place parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire en termes de questionnaire, de ce que tu m'as rapporté comme info, mais aussi en termes de tests et d'observations qui étaient mesurables. Alors, sur ce, j'espère pouvoir t'avoir éclairé sur tous ces diagnostics et on se revoit bientôt pour une prochaine capsule.